Bonjour et bienvenue sur Technapa. Alors aujourd'hui on va tester la Artillery X3 Pro. Alors pourquoi ce modèle m'intéressait? Eh ben parce que je trouvais, donc c'est un peu le successeur de la Genus, et j'avais à l'époque eu une Artillery X1 et une Genus et je trouvais les deux vraiment très bien. Alors les X4 Pro n'étant pas encore disponibles, j'étais aussi curieux de tester, ils font une promesse de vitesse jusqu'à 300 mm par seconde. Et donc je suppose 150 mm par seconde exploitable, mais cette machine-là n'est pas sous clipper. Donc j'avais un petit peu envie de tester pour voir si leur promesse tient, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors vous retrouverez des liens affiliés en description si cette machine vous intéresse, et en attendant n'oubliez pas le pouce, commentaire, like, etc. Vous m'aiderez beaucoup, et je vous dis à tout de suite après le générique. Alors, comme à mon habitude, on va commencer cette vidéo par découvrir les caractéristiques de l'imprimante. Et l'imprimante est celle-ci. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai prise? Parce que déjà, regardez, le prix est quand même vraiment bas. C'est une imprimante pratiquement d'entrée de gamme. Et je trouvais intéressant de pouvoir l'essayer, puisqu'il y a toujours la question de... Je suis un grand débutant, est-ce que je commence avec ce genre de machine, est-ce que je vais plus loin? Et vous savez que c'est un petit peu ce que j'aime bien sur la chaîne, c'est d'essayer de parler aux grands débutants. Et j'étais curieux donc de savoir si avec ce nouveau modèle, qui semblait d'un point de vue extérieur ne pas apporter beaucoup de nouveautés, si malgré tout ce nouveau modèle apporte quelque chose, remplace avantageusement la Genus qu'elle remplace. Et surtout, est-ce qu'elle est facile et pratique à utiliser? Alors, est-ce que ça vaut la peine et quelles sont ses caractéristiques? Commençons par le regarder. Alors, bon, le prix, je viens de le citer, on est sur 219 €. La taille d'impression, on est sur 24 sur 24 sur 26, à peu près ce qu'on a sur la Bambu Lab. On a un écran couleur de 4,3 pouces, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, je présenterai l'interface. On a un câble management qui est propre et net, et bon là au moment où je registre ceci je l'ai déjà monté et effectivement je trouve que le câble management est vraiment super propre. On a un plateau PEI magnétique avec des détrompeurs pour éviter un peu comme on a sur la Bambu Lab de pas trop savoir la placer. Il y a un auto bed leveling à 49 points, on a un extrudeur à double engrenage, on a une lampe LED intégrée. Si on veut pouvoir la laisser fonctionner dans un environnement sombre et puis laisser quand même une caméra regarder ce qu'on fait. Alors on a un double axe Z avec des tiges filetées sur l'axe Z, mais par contre l'axe Y est sur un rail. Et alors on a la possibilité de monter jusqu'à 300 degrés avec la buse. Ils mettent en avant le fait que ça pourrait supporter plus de filaments. Là, je suis peut-être un petit peu plus réservé. Je pense qu'avec ce genre d'imprimante, on va surtout imprimer du PLA, du PETG et du TPU, puisqu'elle est on est en direct drive. Donc le TPU, pas de souci avec celle-là. Alors au niveau du design, moi je la trouve, c'est étrange parce qu'elle se démarque pas particulièrement, mais en même temps, je trouve qu'elle a un petit cachet. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien, le fait que les couleurs sont un peu grises comme ça, je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'elle a quand même un petit cachet. Alors donc je le disais, on a l'auto-leveling sur 49 points, mais on a néanmoins quand même toujours les roulettes en dessous, vous les voyez ici, qui vont permettre d'affiner. Alors j'avais un débat à ce propos de ça, avec quelqu'un qui disait oui mais ça c'est le passé les molettes, c'est la preuve que c'est une vieille machine, et d'autres qui disaient oui mais non parce que ça nous permet d'ajuster plus finement et pas dépendre entièrement du manuellement automatique et pas dépendre entièrement du nivellement automatique qui n'est pas toujours très parfait sur toutes les imprimantes. Donc voilà, moi je suis plutôt partisan de l'idée que si on peut venir affiner, c'est pas plus mal. Ce que je vais quand même faire, c'est essayer de voir en la sortant de la boîte et en lançant une impression, si en ne faisant que l'auto-leveling et en ne bougeant pas les molettes, est-ce qu'on a quand même une première couche qui est assez propre. Et puis je ferai les ajustements nécessaires si il le fallait. Bon alors ils mettent en avant la vitesse. Alors on n'est pas sur du clipper dedans, donc je ne sais pas si ce n'est que de l'argument marketing.
Ils disent que ben voilà, on peut monter à 300 mm/s en impression là où on était à 50 mm/s sur les autres, et puis finalement aussi sur les autres, sur la Genius. Je pense pas qu'on ira à cette vitesse-là, mais on va quand même essayer de voir à quelle vitesse on peut aller pour avoir un benchy plutôt correct. Alors, on a un système de buse sur la machine qui permet d'être changé également très rapidement et très facilement. Et ça aussi, enfin, sur papier, c'est ce qui m'a poussé à vouloir avoir cette imprimante, c'est de me dire, ben, sur papier, pour 200 €, enfin 220, mais elle diminuera assez vite, je pense. On a quand même quelque chose qui est assez étonnant avec des systèmes qui sont plutôt sympas, hein, comme ceci, comme le changement rapide de buse. Voilà, moi je parle aux grands débutants, la plupart du temps, savoir changer rapidement sa buse sans se casser la tête, c'est quand même quelque chose qui peut être un avantage pour mon audience. Et puis aussi pour simplement ceux qui, comme moi, ont un peu plus d'expérience, mais n'aiment pas se fouetter en se disant... Je suis un vrai, donc moi j'aime bien le faire à la dure et quand c'est compliqué. Hein, moi j'aime bien quand c'est plus facile et quand je peux me simplifier la vie, même si j'ai pas de difficulté à pouvoir le faire à l'ancienne. Donc ben voilà, j'étais curieux de voir ça. Ensuite, ben voilà, hein, toujours dans cette logique du petit prix, on est aussi sur un système avec un double axe Z et une double motorisation. Donc finalement quelque chose qui a l'air de tenir la route sur papier. Alors, en regardant de plus près un petit peu les caractéristiques là, ils disent que l'impression est assez silencieuse. Alors, en général, je pense que ça, c'est les moteurs. Un petit peu comme avec la Bambu Lab Mini. Les moteurs sont silencieux, mais la ventilation ne l'est pas forcément. On est ici sur une carte mère STM32 et il parle de 300 mm/s et 3000 mm/s² pour les accélérations. Bon... ça, c'est à voir dans la vidéo et dans le test. Alors, je disais, on a un système pour changer la buse facilement, mais on a également un système un peu inspiré de ce qu'on va avoir sur Bambu Lab, sauf que là, ici, il ne s'agit pas de changer, de purger du filament, mais un système de nettoyage automatique de la buse avec un petit bac et un petit système, voilà, qui est très ressemblant à ce qu'on a vu chez Bambu Lab. Donc, ça aussi, c'est censé aider le grand débutant à pas laisser sa buse se salir et puis peut-être être moins performante avec le temps. À voir si ce système est efficace, mais en tout cas, il est dedans, donc c'est pas mal pour le prix. Ensuite, ils nous disent qu'on a un assemblage très simple, et vous le verrez dans la vidéo, effectivement, l'assemblage n'est pas très compliqué, et surtout le câblage est extrêmement facile. On n'a vraiment que quelques petits câbles à mettre, et c'est terminé. Pour terminer un petit peu cette partie caractéristique, elle est équipée d'une buse de 0,4 de manière standard et les méthodes de connexion, donc il n'y a pas de support réseau. Hein. Alors pour ce prix-là, cela aurait été étonnant, mais il n'y a pas de support réseau. On peut connecter avec une carte micro SD ou un câble USB de type C. On a une alimentation de 300 watts et en fait on a deux alimentations, une pour le plateau chauffant de 200 watts et une autre pour la machine de 300 watts et la buse peut monter jusqu'à 300 degrés. Alors ici, ils disent quand même, donc on divise par deux, c'est plutôt honnête de le mettre ici, on ne le voit pas chez tous les constructeurs. Elle peut imprimer à une vitesse max de 300 mm/s, mais ils recommandent d'imprimer à environ 150-200 mm/s. Bon alors j'avais oublié d'allumer ma caméra pour faire l'unboxing, donc voilà, je l'ai déjà ouvert, donc on va faire l'unboxing comme ceci. Donc vous voyez, la caisse n'est pas très grande, hein, elle arrive dans une caisse comme cela. On a le plateau qui est à peu près tout construit, il va simplement falloir mettre le portique et brancher 2-3 câbles. Alors on a ici le manuel qui est plutôt bien fait, il est en couleur, enfin en deux couleurs, avec des illustrations et pas mal de détails. Il est malheureusement qu'en anglais. On a également une petite feuille comme ceci qui vient nous expliquer comment resserrer nos excentriques et faire le leveling du plateau. Alors on a ici le petit système qui permet justement de nettoyer la buse. On a un câble USB-C vers USB-A avec un petit bout mauve, voilà, si on le voit avec le focus. On a un petit échantillon de HSPLA, bon, une fois de plus, ils sont radins, il n'y a pas beaucoup dedans. On a un petit kit pour nettoyer notre buse. Alors on va retrouver ici le détecteur de fin de filament,
et une petite spatule. L'écran ici est avec un système magnétique, hein, donc on vient fixer la base et on va pouvoir utiliser l'écran de manière déportée comme ça et le reclipser de manière magnétique. Et pour le reste, comme vous pouvez le voir, bon, je ne vais pas tout détailler, on a le portique et la base, on a du câble de rechange et la visserie qu'il faut, donc on a aussi un petit stick de colle. C'est en gros le contenu assez standard qu'on va retrouver chez toutes les imprimantes. Bon, alors le montage est très simple, hein. Comme vous voyez, il suffit de mettre le portique sur la base et pour ça on a littéralement 4 vis à visser. Alors comme c'est des vis qui doivent se visser sur le bas, on vient mettre comme ceci la base sur le côté et on va venir fixer les vis comme cela. Donc on met à mettre le portique bien comme il faut et on vient visser. Ensuite, on vient fixer le support de bobine. Alors, il y a 2 trous prévus à cet endroit-là, donc vous ne pourrez pas les mettre ailleurs. Et il suffit de prendre les vis adéquates et de venir visser dedans. Alors, l'étape suivante consiste à fixer l'écran. Et alors, vous pouvez voir, on a un petit sachet. Alors, il n'y a pas les numéros d'étape, mais c'est écrit dessus à quoi servent les vis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on vient visser l'écran sur le côté. En tout cas, la plaque qui va permettre de tenir l'écran. Et vous voyez maintenant, la plaque est magnétique. On a comme ça la possibilité d'utiliser notre écran de manière déportée. On vient ensuite visser le détecteur de fin de filament. Là encore, il n'y a pas vraiment moyen de se tromper. Alors ça, c'est une des nouveautés. On a le petit bac de purge comme ceci qu'on va venir mettre ici dans le petit trou qui est prévu. Et on va devoir fixer à l'arrière du plateau le petit système pour pouvoir nettoyer la buse. Ensuite, on a un câblage extrêmement minimaliste, hein, donc on a le câblage du détecteur de fin de filament qui est comme ceci, qu'on vient brancher là. On a les 2 moteurs Z qu'il faut brancher également, et là on peut encore une fois pas se tromper, hein, on a une petite prise qui sort et on n'a qu'à la brancher dedans, et il faut faire ça de chaque côté. Et on a encore 2 petits câbles à brancher comme ceci. Vous pouvez pas vous tromper, elles ont une taille différente, donc il n'y a vraiment en fait aucun moyen de se tromper sur le câblage de la machine. Il faut juste pas oublier de mettre un câble. Alors on va vérifier nos courroies et nos excentriques. Alors on peut voir directement que la courroie sur l'axe Y est extrêmement lâche et donc on a un système avec le tournevis pour serrer la courroie. On n'a pas un système de molette, mais on peut le faire avec le tournevis approprié et il suffit, enfin c'est avec une clé Allen, hein, vous voyez ici, il suffit de venir tourner pour resserrer un peu jusqu'à ce que vous sentiez la tension qui est adéquate pour votre courroie. Ensuite, on vient vérifier et resserrer au besoin nos excentriques sous les plateaux. Et là, je dois avouer que je trouve que l'accès était vraiment pas facile. La distance entre la base et le plateau est assez restreinte et je n'ai pas trouvé l'accès là-dessus très facile. On vient également vérifier l'excentrique sur la tête d'impression sur l'axe X. On le resserre au besoin pour que la tête ne soit pas lâche et qu'elle ait un mouvement fluide. Et c'est fini pour le montage. Regardons un petit peu l'interface. Alors au niveau de l'interface, que dire? L'interface est sobre et claire. On a ici le menu principal en haut qui n'est pas tactile et qui nous donne des informations sur l'état de la buse, du plateau et des ventilateurs. Une barre centrale avec la position de notre axe et des menus. Ici, le menu Tool qui nous donne accès à toute une série de fonctions comme la température de la buse, le changement de filament, le mouvement des axes. Là, je dois avouer que j'aurais préféré un lien direct sur l'interface pour pouvoir bouger mon plateau, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est également là qu'on va retrouver les procédures de leveling auto et manuel et le réglage du Z offset et la procédure aussi si on veut nettoyer la buse. Le menu print, ça dit, bon, j'ai pas mis de carte SD dedans, mais ça, c'est le menu pour imprimer. Et les réglages, on peut régler le Linear Advance dedans. C'est là également qu'on pourra retrouver le menu où on peut changer la langue. Voilà, on peut mettre en français. Moi, en général, je n'aime pas trop utiliser l'interface en français parce que souvent, il y a des problèmes de traduction, mais je trouve qu'ici, ici, ça va.
globalement, je ne vois pas de grand problème de traduction, si ce n'est des mots coupés. Et c'est là ici qu'on pourra également activer ou non la lumière sur la buse ou la lamplette qui est directement intégrée à l'imprimante. Alors avant de commencer les tests d'impression, regardons un petit peu ce qu'on trouve sur la carte SD. Alors on a une carte SD de 4 Go, non-M ici. Et on a quoi? On a le manuel d'utilisateur, alors pour la Plus et pour la Pro, donc nous c'est la Pro ici, plus la petite feuille User Guide qui nous explique comment bien resserrer nos excentriques ou faire le leveling de la machine. On a un fichier test, voilà, qu'ils appellent ici Warm Up Test G-Code, donc ici, alors c'est marrant mais il est en mode verrouillé. On a quelques modèles voilà, avec les G-codes. Alors, on a 18 et 37. Je suppose que c'est un qui fait en 18 minutes et un qui fait en 37 minutes. Donc, on va faire les deux et on vérifiera ce que ça donne. Le bateau dessus, c'est le STL du Benchy, rien de particulier. On a le Scrapbox. Donc ça, en fait, dans la boîte, on a cette petite boîte qui est imprimée elle-même. Donc c'est amusant, mais voilà. Et on a une épée. Et enfin, on a le Artillery Cura, mais qui est en exé. Alors moi, je vais pas pouvoir le tester pour vous. J'imagine que c'est un Cura un peu en mode artillerie avec les machines qui sont déjà préconfigurées dedans. Alors moi je ne vais pas l'utiliser, d'autant plus que je suis sous Mac, mais on va quand même le regarder avec la machine virtuelle pour voir ce que ça donne. Alors voilà, je vais l'installer et en même temps on va regarder le PDF pour voir. Bon alors je suis sous une machine virtuelle donc c'est forcément un peu plus lent, mais on va regarder le PDF. Alors c'est en anglais mais c'est quand même à noter qu'ils mettent un guide d'utilisation et d'installation de ce Cura. De ce Artillery Cura. Je suis curieux de savoir sur quelle version il fonctionne. Et dans la documentation, vous voyez, il donne quelques paramètres recommandés. Alors là, je vais pas forcément les regarder et puis en faire le commentaire. Mais voilà, vous pouvez aller regarder si vous achetez cette imprimante. Alors c'est en anglais et en allemand. Donc il n'y a pas de français pour cette documentation-là. Alors voilà, j'ai Artillery Cura qui est... Donc on est sur Cura 4.8.0. Je suis pas certain que ce soit le bon plan d'utiliser cette version-là de Cura. Je suis certain qu'on peut trouver les profils pour les machines dans d'autres versions. Et dans le pire, on va simplement s'en servir. Donc voilà, ici, au niveau de artillerie, on va trouver les X3 Plus, X3 Pro. Je vais mettre la X3 Pro. Et il nous dit que Cura 5.5.0 est disponible. Donc voilà, je vais pas l'utiliser, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'était Artillery Cura. Et en fait, je pense même qu'ils se sont pas beaucoup cassé la tête. Ils ont juste été mettre le logo Artillery Cura sur un modèle plus ancien. Voilà, moi je retourne sur mon Mac et on va regarder dans Cura ce que ça donne. Bon alors voilà, malheureusement, il n'y a pas pour Cura, en tout cas comme ça, de base, d'entrée de jeu, dans la dernière version de Cura, les drivers pour les Sidewinder X3. Donc c'était vraiment dans leur Ultimaker Cura, mais je comprends pas parce que l'imprimante vient de sortir et puis ils mettent ça encore sous une vieille version. Enfin bref, c'est pas grave, on va aller chercher des profils, je suis sûr qu'on va pouvoir trouver ça. Bon, alors au moment où j'enregistre, les machines sont à peine sorties, donc ça aurait été mieux qu'ils sortent la machine avec des profils déjà exploitables dans les différents slicers, et c'est pas le cas. Vous pourrez utiliser Cura dans sa version 4.8 pour pouvoir imprimer, mais il faudra attendre un petit peu pour avoir autre chose. Alors puisque je n'ai pas trouvé de profil, ce que je vais faire c'est aller regarder dans Cura 4.8, dans Artillery Cura, les caractéristiques de l'imprimante et les G-codes de démarrage et de fin, et créer moi-même mon profil. Alors je vais venir ajouter une imprimante custom, et je vais tout simplement venir copier ici les paramètres que je vais retrouver dans Cura 4.8. Donc on est 240, 240, 260. Je viens modifier les G-codes de démarrage et de fin. Alors comme je veux en fait voir si le profil entre guillemets par défaut est efficace, je ne m'amuse pas ici à vérifier les G-codes. Je vais le faire après en continuant à utiliser l'imprimante, mais ici je vais voir ce que ça donne en utilisant ce que eux ont pensé comme étant l'expérience out of the box.
Alors, bien faire attention au diamètre du matériau compatible. Je viens le renommer, c'est plutôt X3 Pro. Par réflexe, j'ai mis X1. Donc a priori, je vais partir sur ce profil-là, profil que je devrais affiner avec le temps. Mais donc on va essayer d'imprimer comme ceci avec Cura. Et donc voilà, on va faire le petit Benchy. Alors au niveau des paramètres de vitesse, on va venir voir ce qui donnait de l'autre côté. Je viens mettre les paramètres en partant de 150 mm par seconde. Et avec ces paramètres-là, je suis censé faire le Benchy en 44 minutes. Bon alors voilà le Benchy qui est fait en 44 minutes, le premier. Et il y avait un petit raft hein, comme vous le voyez. Et en fait je trouve que l'autonivellement était pas top. Comme vous voyez, les premières couches pour le raft n'ont pas été très belles. Et puis ça a fait quelque chose de pas beau en dessous. Par contre on peut voir qu'à 150 mm/s, le reste du Benchy a très bien été imprimé. Bon alors en affinant le nivellement de mon plateau, notamment grâce aux molettes et à 300 mm/s avec quand même un petit peu d'affinement dans les profils, et ben voilà comment je sors le Benchy. Et franchement à 300 mm/s le Benchy il sort, moi je trouve qu'il est très bien. Alors le filament utilisé c'est le Flashforge Pearl Titanium, qui est un filament que j'aime beaucoup. Donc maintenant je vais tester une impression un peu plus grande. Bon alors j'ai voulu faire le test sous Orca, donc il n'y a pas le profil prédéfini sous Orca, mais j'ai repris les caractéristiques du profil qu'on avait utilisé sous Cura, et je vais tenter d'imprimer ce modèle Bouddha, voilà, qui est un modèle qui n'est pas en très haute résolution, donc on devrait avoir quelques petits effets de facettes sur le modèle une fois imprimé, mais a priori ça devrait être... Ça devrait donner quelque chose de sympa si il arrive à imprimer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer dans un filament type bronze. Au niveau des vitesses, je vais utiliser les vitesses qu'il recommande, hein, 150 mm/s. Et voilà, on va tester ce que ça donne. Bon alors voilà, l'impression s'est très bien déroulée. D'ici, on voit que c'est plutôt beau. Elle s'est faite en 18h38, ce qui était à peu près ce qu'avait dit le slicer. Alors vous voyez, j'avais mis des supports de type arborescent. Et le plateau ici magnétique est vraiment pas mal pour aider à décoller. Au niveau de la première couche, elle est plutôt propre. On a un petit effet ici sur le filament, mais ça je pense que c'est parce que j'avais pas bien déshydraté mon filament. Et sur le modèle en lui-même, on pourrait avoir l'impression qu'il y a des effets de ghosting, mais en fait c'est pas vraiment ça. C'est le modèle qui est vraiment pas en haute résolution, et comme je l'ai agrandi très fort, il y a beaucoup d'effets de facettes. Donc c'était pas vraiment du ghosting. Et donc voilà, hein, une fois qu'on a retiré les supports, à quoi ressemble le modèle. Donc je vais encore devoir ébavurer un petit peu la base. Mais vous voyez, moi je trouve ça plutôt sympa. Je peux pas dire que l'impression est ratée. Bon alors quelle conclusion je pourrais donner à cette imprimante? Au moment où j'enregistre ces lignes, j'ai pas eu l'occasion encore de tester ses concurrentes directes, c'est-à-dire celles qu'on va retrouver chez Creality, celles qu'on va retrouver chez Anycubic ou celles d'Elegoo. J'avais un attachement à la marque Artillery par mon historique d'impression, on va dire, et c'est pourquoi je me suis tourné vers elle. Et je dois dire que pour le prix, là ici on est à 219, et même il me semble avoir pu l'avoir aux alentours de 179 € sur certains sites, et honnêtement, pour le prix, je suis assez bluffé. Je suis assez bluffé parce qu'elle permet de faire avec le prix qu'elle propose. Quand l'imprimante est sortie, je me suis dit, bon, elle m'intéresse, mais j'ai l'impression qu'il copie Elegoo. Et ça a l'air d'autant plus vrai sur leur gamme X4 où ils reprenaient les mêmes dessins sur... Et je me disais aussi, c'est dommage en fait, elles ont perdu le cachet, l'identité que Artillery avait, et ça c'est quelque chose que je dois conserver. Elles sont pas fort différentes des autres imprimantes qu'on peut avoir chez la concurrence. Ni dans le look, ni dans les fonctionnalités qui sont mises en avant. Elles sont dans le prolongement, hein. Mais elles sont à un prix un peu inférieur également de leurs concurrents, avec des caractéristiques qui sont vraiment intéressantes. Et ici, sur une petite machine qu'on peut trouver à 180 €, 220 dans les prix standards, on a une vitesse d'impression qui tient la route. Alors, elle tient la route sur le Benchy à 300 mm/s, mais elle tient la route à 150 mm/s sur un modèle un peu plus complexe, un peu plus grand.
Alors, je précise ici, je n'ai pas le recul sur plusieurs semaines ou plusieurs mois d'impression sur cette imprimante. Ce n'est pas vraiment l'objet et le but de cette vidéo, c'est plutôt, voilà, montrer une machine quand on vient de l'acquérir et qu'est-ce qu'on peut sortir avec au moment où on l'a acquise. C'est à peu près ce que vous retrouverez sur la plupart des vidéos que je fais. J'en teste beaucoup et je ne les garde pas comme ça pendant 6 mois à les utiliser. C'est probablement une faiblesse pour ma chaîne, c'est peut-être quelque chose que je devrais faire. Mais ici, mon propos, c'est vraiment de se dire, tiens, je viens de l'acheter, je la sors, je la monte, qu'est-ce que j'ai dans la boîte? Est-ce qu'elle est facile à monter, à utiliser? Est-ce que les profils sont performants? Et est-ce que les premières pièces que je sors, je les sors facilement? Donc, c'est un petit peu ça la question à laquelle je veux me poser dans cette vidéo, dans la plupart de mes vidéos d'ailleurs. Et qu'est-ce que je peux répondre à ça? Le montage, tout à fait, c'est extrêmement facile. Il y a 4 vis à mettre et 3 câbles à brancher. Allez, j'exagère un peu si on pense au porte-bobine et au détecteur de fin de filament, mais le montage est extrêmement simple. Au niveau de la calibration et du nivellement, alors sur ce modèle-ci, il y a un nivellement complètement automatique et il y a des molettes pour pouvoir ajuster notre nivellement, puis on peut faire le Z-offset. Je dois avouer que j'ai pas été entièrement satisfait du nivellement entièrement automatique. Il a fallu que j'adapte avec la feuille pour que ce soit vraiment... C'est peut-être dommage, hein. C'est peut-être un point d'amélioration pour eux, c'est... si on parle aux grands débutants, ne mettez plus de molettes et ayez un nivellement performant sur la première couche. Après, ça peut être une imprimante pas chère aussi pour bricoler. Et dans ce cas-là, les molettes sont pas mal, hein, parce que je sais qu'il y a des bas et qu'on va dire oui, non, mais c'est tellement du passé, les molettes, et d'autres qui diront non, moi je veux un contrôle complet et donnez-moi mes molettes. Voilà, ici elles sont là. C'est un peu dommage que j'ai été obligé de les utiliser pour avoir quelque chose de correct, parce que sans ça, je trouve que c'était pas correct. Néanmoins, la procédure est pas non plus incroyablement complexe, hein. On est quand même assisté, on a un leveling assisté, on appuie sur les boutons sur l'écran, il va positionner la tête et là on resserre un petit peu. C'est pas complètement à l'ancienne non plus. Alors je l'ai dit, l'imprimante, elle est à peine sortie que je l'ai eue. Moi, j'étais très intrigué par cette imprimante. Et là où il y a un manque de maturité pour le moment, c'est au niveau des profils. Donc vous avez vu, ils mettent une version qui n'est utilisable que sous Windows de Cura qui intègre les profils. Dans les nouvelles versions de Cura qu'on peut retrouver sous Mac ou Linux, on n'a pas les profils. J'ai pas trouvé facilement les profils ni sur leur site ni dans des groupes Facebook au moment où j'enregistre. Peut-être qu'entre-temps les choses ont changé. Et ça, et les profils n'étaient pas sur la clé USB. Et ça, c'est aussi peut-être un point d'amélioration pour eux, ce qui va la rendre un petit peu plus complexe aux grands débutants, sauf si le grand débutant installe sous Windows l'artillerie Cura et imprime comme ça. Ça, a priori, il n'aura pas de souci. Mais s'il a envie d'aller un peu plus loin, c'est un petit peu plus ennuyant. Celui qui a l'habitude et qui est un peu plus bricoleur, il fera comme moi, il peaufinera son propre profil et il n'aura pas de difficulté à finir par obtenir quelque chose de propre. Pour le reste, j'ai pas de grands reproches à lui faire. On a des rails linéaires, on a un câble management qui est très propre, alors oui, il y a des nappes. Et je sais que les nappes, ça a été un problème avec l'ancienne génération des artilleries, en tout cas pour certains ça a été un problème. À voir avec le temps, ici il donne une nappe de remplacement dans la boîte, j'ai pas eu l'impression qu'elle était fragile, qu'elle risquait de s'arracher, mais comme je dis, j'ai pas de recul non plus sur 6 mois d'impression pour dire ce qu'il en est. Pour le reste, le petit système de nettoyage de la buse, personnellement je trouve que c'est du gadget. C'est bien qu'il est là, mais moi, je fais des lignes de purge et j'ai pas l'impression qu'il soit super performant, ce système de nettoyage de la buse. J'ai été étonné de le voir sur la machine et j'ai du mal à trouver son positionnement ou une réelle valeur ajoutée sur ce type de machine avec ce type d'usage. Mais dites-moi dans les commentaires si je me trompe et si j'ai rien compris à l'utilité de ça. Je suis tout à fait d'accord d'être mis en question, mais c'est mon ressenti à ce niveau-ci. Mais ça empêche pas, ça dénature pas la machine, ce que je veux dire. C'est qu'ils ont rajouté ça, bon ok, ça fonctionne pas des masses. En tout cas, à mes yeux, ça fonctionne pas super bien. Mais c'est pas non plus un super argument de vente, parce que quand on voit le prix de la machine, il l'aurait pas mis, il l'aurait vendu quand même, la machine. L'avantage d'artillerie, c'est qu'en tout cas c'était le cas sur les modèles X1, X2, c'est qu'il y a une énorme communauté. Et donc je pense que les défauts, notamment de profil, vont vite être corrigés par la communauté.
Donc ça devrait pas, en tout cas, si vous achetez la machine d'ici quelques semaines, après ma vidéo, ou enfin de toute façon le temps que j'ai fait un peu la vidéo, il y a peut-être déjà plus de profils matures qui circulent, vous ne devriez pas rencontrer d'énormes difficultés. Mais sachez toutefois qu'il est possible que vous ayez à chipoter un peu pour lancer une impression par rapport à d'autres marques où les profils sont déjà bien intégrés dans les dernières versions des différents slicers, Orca, Litchi, Cura, etc. Alors est-ce que je la conseille et est-ce que je la garderai? Voilà, ma curiosité était là, mais je pense quand même que je vais la revendre pour récupérer un petit peu mon investissement dessus, parce qu'elle, même si pour un grand débutant, tout ce que je viens de citer, elle est bien, ben vous connaissez un peu mon atelier. À moi, avec mon profil et les machines que j'ai déjà, elle ne m'apportera pas un plus. J'ai satisfait ma curiosité en chipotant avec, j'étais content d'avoir pu l'essayer, maintenant je pense que c'est une que je ne garderai probablement pas, ce qui sera peut-être pas le cas de sa grande sœur, parce que je louche du côté de la X4 Plus ou de la X4 Max, et celle-là, si je n'arrive pas à obtenir un partenariat pour l'avoir, c'est possible que je l'achète et que je la garde pour moi et pour remplacer la Mingda qui était bien, qui est fiable, mais je trouve quand même un peu trop lente. Voilà, ceci va être ma conclusion de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter si elle vous a plu. N'hésitez pas à à me dire dans les commentaires si vous... Enfin voilà, ce que vous pensez de cette machine, de ce test. Et je vous dis à une prochaine vidéo.